Le juge président, bonjour et excusez-nous de ce retard. C'est un retard qui vient des juges, donc c'est de notre faute et nous vous présentons nos excuses et nous allons donc commencer immédiatement et nous allons donc avoir le programme usuel. Nous nous arrêterons à 11 heures, donc Maître Altit, voilà, vous avez 1h05. Enfin, 1h05, puisque hier vous aviez dit voler d'audience au plus tard, nous finirons plus tôt. Non, mais c'est une boutade, Maître Altit. C'est une boutade. Donc, nous allons donc entendre la défense de M. Gbagbo qui va terminer, puis ce sera le tour de la défense de M. Blégoudet. Maître Altit, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Fuchs. Bonjour, Maître Altit. Alors, on va faire comme hier. Hein, vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Et je vais commencer immédiatement en vous posant une question. À votre connaissance, y avait-il un ou plusieurs call centers dans le nord du pays? Je ne comprends pas. Donc, basé dans le Nord? Oui. Basé dans le Nord, à ma connaissance, non. Mais notre call center couvrait tout le territoire. D'accord. Dans vos rapports, les rapports du call center, est-ce que vous distinguiez selon que les exactions prétendues étaient le fait de rebelles ou le fait de, par exemple, forces de sécurité? J'imagine. J'essaie de me rappeler. Personnellement, je pense que quand j'étais au call center, j'ai eu essentiellement des appels sur Abidjan et pas sur le reste du pays. La majorité d'ailleurs de nos appels venaient d'Abidjan. J'imagine que c'était le cas, mais je ne peux pas vous le garantir à 100%. Pardon. D'accord. Dans votre déclaration, Juge président, excusez-moi. Oui, elle s'est adressée à moi parce que je lui ai fait un petit geste pour qu'elle ralentisse un peu le rythme. Parce que sinon, lorsque cela est écrit au compte-rendu d'audience, je ne peux pas le garantir à 100% que les gens ralentissent. Donc voilà, d'où le petit malentendu. Excusez-moi, mais en fait c'est parce que je faisais un signe au témoin pour qu'elle ralentisse sa cadence. déclaration au paragraphe 114, vous indiquiez, et je vais vous citer, à propos des sources d'information dont vous disposiez. Vous dites, je cite, « Ça pouvait aussi être des membres d'ONG qui habitent le quartier. Je tiens à préciser qu'une ONG en Côte d'Ivoire n'a pas le même sens qu'on entend en Europe. En Côte d'Ivoire, une association peut être appelée ONG, alors que normalement ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent et que le mandat n'est pas le même pour une ONG. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle est la différence entre une ONG ivoirienne et une ONG, si j'ai bien compris, vous dites occidentale, je crois, c'est ça? À peu près. Oui. Je pense que dans ce paragraphe, je me suis un peu mal exprimée. Ce que je voulais essayer de montrer, c'est que les règles des associations
qui régissent les associations sont beaucoup moins contraignantes, notamment en ce qui concerne le financement et la nature des associations. Donc une association en ivoirienne peut par exemple, dans son intitulé, s'appeler ONG, sans que ça ne soit ce qu'on a tendance à comprendre comme une ONG, c'est-à-dire un financement qui n'est ni par un parti politique, ni par le gouvernement, ni par... Enfin, donc quelque chose de plus neutre en fait. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus informel? Pas tout à fait. Souvent, c'est pour ça que je me suis un peu mal exprimée. Souvent, quand on parle d'une ONG, on a dans l'idée que c'est une source neutre, donc qui n'est pas influencée par un financement, par exemple, d'un parti politique ou par un financement gouvernemental, d'où le terme organisation non gouvernementale. Euh, je, je- je- Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des associations dont le libellé même de l'association comportait le nom ONG dans son nom, alors qu'elles étaient financées, qu'elles avaient un financement qui ne répond pas normalement euh, à ce qu'on entend par une organisation non gouvernementale. Par exemple, un financement venant d'un parti politique. Euh, Là, je n'ai pas d'exemple à l'esprit, mais oui. D'accord. Alors, vous avez dit lors de votre témoignage, ce sont les transcrits français du 9 septembre, page 79, ligne 26, plutôt ligne 25, et je vous cite, à propos de dépliants, vous vous souvenez les flyers. Quand je disais que j'en avais distribué, c'était à des ONG locales. Mais après, je ne peux pas vous parler d'une distribution de masse. Moi, je vous dis, lors de réunions, à la fin, on donnait 2-3 brochures pour qu'elles soient distribuées. Bon, fin de citation. Ce qui m'intéresse ici, c'est quand vous parlez de réunions. Donc, vous parlez de réunions avec des ONG locales, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors, ces ONG, je crois qu'on vous a posé la question et vous avez dit que vous ne vous souveniez pas du nom. Effectivement, je ne me rappelle pas. Mais vous souvenez-vous si ces ONG étaient plutôt pro-Ouattara ou plutôt pro-autorité? Alors, s'il est question vraiment de la distribution, pas en particulier, j'ai rencontré un grand nombre d'ONG diverses, aussi bien des ONG pro-Ouattara que des pro-autorités, comme vous les avez D'accord. appelées. Vous nous avez dit hier être allé à plusieurs reprises en mission sur le terrain. Oui, effectivement. Lorsque vous êtes allé en mission, combien de fois vous êtes-vous déplacé pour un incident dont les rebelles avaient été désignés comme responsables? Est-ce que vous pourriez qualifier le terme de rebelle un peu plus? Est-ce que vous parlez du commando invisible? Est-ce que vous parlez... de qui parlez-vous exactement? Vous ne parliez pas de rebelles à ce moment-là dans vos services? Je ne pense pas avoir utilisé ce terme. Je dis vous, les employés de l'ONU en général. Hum, je l'ai déjà entendu. Après, si c'était de façon formelle ou informelle, ce que je veux dire en discussion formelle ou en discussion informelle, je suis pas sûre
je peux pas vous le dire. Alors, euh, peut-être pourrions-nous définir le terme rebelle par cette nébuleuse de groupes armés, ou de groupes en général, ayant pris les armes ou s'exprimant par la violence contre les autorités du pays. Alors, comme je vous en ai parlé hier, on avait fait plusieurs missions dans le cadre de ces opérations de libération de prêtres séquestrés. Il y avait également, également effectué une mission à Anankwa-Kouté. Je ne me rappelle pas combien de fois je suis allée sur le terrain, donc je dirais au minimum 3. Au maximum, je dirais 5 ou 6. D'accord. Mais pareil, c'est une approximation. Hein. Dans votre déclaration, toujours au même paragraphe, le paragraphe 114, je vous cite, vous dites, pour revenir aux sources d'information, ça pouvait être aussi des victimes ou témoins rencontrés précédemment, avec lesquels on aura établi un bon rapport. Donc, fin de citation. Donc si je comprends bien, la plupart de vos sources, définies comme vous l'avez fait ainsi, victimes ou témoins rencontrés précédemment, étaient plutôt des sources pro-Ouattara, correct? Je ne les qualifierais pas de sources pro-Ouattara, vraiment, mais non, parce que ça pouvait aussi... Enfin, j'essaie de retrouver des cas, j'essaie de me remettre en mémoire s'il y avait aussi des cas de victimes ou témoins plutôt de l'autre côté. Je pense, non, des deux côtés, en fait, parce que aussi non, je pense un peu des deux côtés. Peut-être plus, effectivement, d'un côté pro-Ouattara, mais des deux côtés, je pense. Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, s'il existait un système de contrôle, plutôt un système d'alerte, puis de contrôle, et enfin de sanctions concernant les troupes de l'ONUCI qui se trouvaient sur le terrain? Et je vous pose la question parce que j'imagine que s'il y avait un incident impliquant un soldat d'un contingent de l'ONUCI, le call center pouvait être mis à contribution. Les victimes pouvaient appeler le call center, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Enfin, les victimes pouvaient également... Le call center n'était pas limité à des allégations de violation d'un côté, de l'autre ou quoi que ce soit. C'était pour toute violation des droits de l'homme. Hein. Donc, effectivement, là, c'était tout à fait possible. Quant au mécanisme de contrôle, on a une unité qui s'appelle Conduct and Discipline. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Je ne connais pas vraiment les, les détails sur comment ce mécanisme fonctionne. Normalement, si on a une allégation, si on a un doute, si quoi que ce soit, on doit informer cette unité. Enfin, c'est une section, pardon, pas une unité. Euh, et, euh, et après, par contre, je sais pas exactement comment ça se passe. Et vous-même, avez-vous reçu des appels de victimes prétendant avoir subi les exactions de soldats des contingents de l'ONU? Quand j'étais au call center, je ne pense pas. À votre connaissance, y avait-il des rapports faits sur les exactions commises par les soldats des contingents de l'ONU?
Vous parlez de rapport du call center ou Non, de... de rapport en général. On est dans la spéculation, hein, donc, enfin, Vous ne le vraiment, savez pas. non, je ne sais pas. J'imagine, mais je ne sais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Vous, pendant le temps où vous étiez en Côte d'Ivoire, lors de la crise post-électorale, étiez-vous en contact avec des représentants d'ONG internationales comme Amnesty, comme Human Rights Watch, etc. J'en ai rencontré. J'essaie de réfléchir si c'était vraiment pendant cette période-là ou juste après. Mhm. Mais j'en ai rencontré à plusieurs reprises. J'imagine qu'à un moment ou à un autre, ça a dû également se passer pendant la crise post-électorale. Vous vous souvenez des noms? Pour Amnesty, il y avait un Gaëtan Motou, enfin Mouto. Enfin, c'est vrai que les noms, c'est pas ma grande spécialité. Il était accompagné d'une ou deux personnes. Pour Human Rights Watch, il y a eu Matt Wells à un moment, mais je sais pas. Ça, je pense que c'était peut-être plutôt après la crise. Pendant, je ne me souviens pas. Et j'essaie de voir s'il y a eu d'autres organisations. Hmm. Là, en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est les noms qui me viennent à l'esprit en premier, en tout cas. D'accord. Donc pour les besoins d'enregistrement, ce que vous disiez, c'est que Matt Wells, vous l'avez vu surtout après la crise, c'est bien ça, hein? Je l'ai- On peut pas dire que je l'ai vu souvent hein, non plus. J'ai dû le croiser deux, trois fois, dont une fois à une conférence que la DDH organisait en fait. Après la crise, Oui, bien après. bien après la crise. Oui, D'accord. mais il me semble que je l'avais aussi croisé. Je suis plus sûre que c'est de la période en fait. La première fois où je l'ai rencontré. Mhm. Et vous le connaissiez d'avant? Non. Le nom de Corinne Dufka vous dit quelque chose? Oui, effectivement. Oui, effectivement. Je crois pas que je l'ai rencontré quand j'étais en Côte d'Ivoire, mais enfin, ou croisé dans les couloirs, mais j'ai, enfin, rencontré vraiment en me présentant, en ce qu'elle se présente, non. Mais par contre, le nom m'est familier, effectivement. Pourquoi il vous est familier? Parce que je sais qu'elle a travaillé en Côte d'Ivoire et je sais qu'elle a aussi rédigé des rapports sur la Côte d'Ivoire et je pense que j'ai lu ces rapports à un moment ou à un autre. Donc, pour être tout à fait clair, vous avez lu les rapports de Corinne Dufka avant de venir en Côte d'Ivoire, pendant que vous étiez en Côte d'Ivoire? Hum, J'avais lu des rapports de Human Rights Watch avant de venir en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était Corinne Dufka Mhm. qui les a rédigés, euh, mais en même temps que d'autres rapports, hein. J'ai lu aussi des rapports pendant que j'y étais, et puis après la crise post-électorale, des rapports de Human Rights Watch. De la même façon, je ne peux pas vous dire avec certitude que c'était Corinne Dufka qui les Mhm. a tous écrits. Moi, c'était plus en tant que rapport de Human Rights Watch que je les lisais que de cette personne en particulier. D'accord. Lorsque vous travailliez à Human Rights Watch, avez-vous rencontré des chercheurs, des employés de Human Rights Watch qui travaillaient sur la Côte d'Ivoire? Non, je ne pense pas. D'accord. À la section des droits de l'homme, plutôt Division. à la division des droits de l'homme, et merci de préciser les choses, à la division des droits de l'homme, et plus généralement à l'ONUCI, parmi tous ceux qui s'occupaient de ces matières, y avait-il beaucoup
d'anciens d'ONG. Euh, donc, sans distinction de volontaires des Nations Unies, professionnels ou personnel national. Ouais, je pense qu'il y en avait quand même quelques-uns, oui. J'arrive pas à vous donner un ordre précis d'idées, mais oui, je pense qu'il y en avait plusieurs. D'accord. Alors, dans votre déclaration, au paragraphe 158, vous dites à propos des événements d'Anankoua-Kouté, et je vais vous citer. Ou plus exactement, je vais commencer par citer le paragraphe 154. J'attends que les traducteurs se manifestent. D'accord. Alors, vous dites, je cite, quand on est arrivé à Anankoua-Kouté, le village était complètement déserté par la population, à l'exception de 4 personnes octogénaires. Trois hommes et une femme. C'était d'autant plus surprenant qu'à la paroisse Saint-Mathieu de Anankoua-Kouté, on savait qu'il y avait environ 2000 déplacés internes, majoritairement de PK18 et d'Anyama, déplacés de la communauté ébriée et qui avaient disparu. Fin de citation. Alors, ma première question, pourquoi y avait-il des déplacés de PK18 et d'Anyama se trouvant à Anankoua-Kouté? Est-ce que vous le savez? Alors, si je m'en rappelle bien, selon les informations qu'on avait à l'époque, quand les FAFN, peut-être le commando invisible, je ne me rappelle plus exactement quel groupe armé a commencé à descendre sur Abidjan. Donc, Anyama est un peu au nord d'Abidjan, donc PK18 aussi. Donc c'est pour montrer en fait la progression. Les ébriers ont commencé à fuir parce qu'ils craignaient des exactions. Et on avait eu écho qu'une grande partie, environ 2000 déplacés internes, s'étaient déplacés à la paroisse Saint-Mathieu d'Anankoua-Kouté. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait y aller. Donc pour être tout à fait clair, vous dites qu'ils fuyaient les groupes pro-Ouattara, c'est bien ça? Si on peut les appeler ainsi, oui. D'accord. Et vous dites ensuite, paragraphe 155, je cite, après, j'ai su qu'une partie de ces déplacés est allée se réfugier dans la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, à Angré. Et vous ajoutez, je ne sais pas exactement où l'autre partie était partie, puisque je ne sais pas exactement où sont partis les autres, puisque je ne sais pas qui était parmi ces déplacés internes. Fin de citation. Ma question, doit-on comprendre que vous avez perdu la trace d'une bonne partie des 2000 personnes? En fait, selon les informations qu'on avait, donc une partie s'était déplacée à Saint-Ambroise. Je me rappelle que je me suis rendue à Saint-Ambroise, mais je me rappelle plus exactement à quelle période, si c'était avant ça ou pas. Donc on avait déjà des informations, des contacts en fait à Saint-Ambroise. C'est comme ça qu'on a appris qu'une partie
étaient, s'étaient déplacés là-bas. On a aussi eu des informations que d'autres personnes étaient allées dans d'autres communes chez des proches, mais effectivement, puisqu'on n'avait même pas rencontré en fait les 2000 déplacés internes de Saint-Mathieu, c'était compliqué de savoir où ils étaient, on n'a même pas vu s'il y avait vraiment 2000 personnes. C'est des informations qu'on avait reçues. D'accord. Paragraphe 156, et je cite, vous dites: sur place, on a essayé de voir s'il y avait des traces de sang. Il y avait des allégations sur l'existence d'un conteneur où des gens auraient apparemment été brûlés. Fin de citation. Ensuite, vous dites que vous avez investigué, mais vous n'avez pas vu de traces humaines, c'est ça? Oui, exactement. On a vu ce conteneur, enfin, on a vu un conteneur, on l'a fait ouvrir, on s'est rendu dedans. Il y avait des traces de feu, mais très petites, pas de là, pas suffisantes euh, pour brûler quelqu'un. Et il n'y avait pas d'autres traces, de restes humains ou quoi que ce soit. Mais ma question est la suivante. Après la crise post-électorale, est-ce que vous avez investigué? Est-ce que vous avez cherché à savoir qu'étaient devenues ces 2000 personnes ou une partie de 2000 personnes? Est-ce que vous avez cherché à savoir si des gens avaient été brûlés vifs? Alors personnellement non, mais il y avait après la crise, il y a des équipes d'enquête en fait qui ont été mises en place et je ne faisais pas partie de ces équipes d'enquête qui enquêtaient sur. Je peux même pas vous dire exactement sur quoi ils ont enquêté en fait. Je n'ai pas vu leur rapport, donc je ne sais pas. Donc, votre réponse, c'est que vous ne savez pas s'il y a eu enquête sur ce dont nous venons de parler. Exactement. D'accord. Alors, vous parlez ensuite des commerces et maisons pillées, n'est-ce pas? Toujours un nom de quoi coûter, oui. Toujours un en quoi coûter. Et puis vous dites, paragraphe 158, et je vous cite: sur place, on a trouvé des jeunes gens en armes. Pardon, sur place, on a trouvé des jeunes en armes. On a échangé avec leur chef, présumé, qui lui était cagoulé. Il me semble que dans le lot de ces jeunes, il y avait des dozos, parce qu'au moins 2 d'entre eux portaient des amulettes, des vêtements de chasseurs traditionnels et d'autres signes attributifs aux dozos. Fin de citation. Alors, vous distinguez donc, en fait, 2 groupes. D'un côté, les dozos et de l'autre, des militaires, d'une certaine manière. Est-ce que c'est bien ça? Selon mes souvenirs, en fait, il y en avait 2, comme je l'avais déclaré, qui étaient vraiment habillés en tenue de chasseurs traditionnels. Et il y en avait d'autres qui avaient des tenues un peu plus mixtes, dont chaque fois un petit élément militaire de treillis, par exemple un pantalon en treillis avec un t-shirt noir, je m'en rappelle pour un. Après, pour les autres, j'ai plus de mal à me souvenir. Mais voilà, c'est donc 2 vraiment en tenue de chasseurs traditionnels, d'autres dans des tenues oui, plus militaires, on va dire. Mais moitié civil, moitié militaire. Pas un uniforme complet non plus. Et certains étaient complètement civils, c'est bien ça? Ça, je dois vous dire que je me rappelle pas. J'essaie juste. Ah, on me fait signe encore de ralentir, pardon. Donc, j'arrive pas à me rappeler s'il y en a qui étaient entièrement en tenue civile.
D'accord, En tout cas, selon mes souvenirs, ils portaient tous des armes ouvertement. d'accord. Des armes à feu? Des armes à feu ou des armes blanches. Quelles armes blanches? Des machettes et des couteaux. Vous dites, paragraphe 163, et je vous cite, ces jeunes seraient affiliés au commando invisible. Mais vous précisez, et je vous cite, c'est plutôt une analyse personnelle, parce qu'à ce moment-là, dans cette zone à Bobo, il y avait le commando invisible, et rien ne se faisait sans l'accord au moins implicite du commando invisible. Il contrôlait cette zone d'Abobo à ce moment-là, à Nonkwakouté PK18. Fin de citation. Donc si je comprends bien, nous avons les membres du commando invisible et avec eux des dozos. C'est bien ça? Effectivement. D'accord. Alors, avez-vous établi, que ce soit vous ou vos collègues, des rapports sur les exactions du commando invisible pendant la crise post-électorale? Hormis les cas que j'avais déclarés, où je me rappelle avoir fait des rapports préliminaires, je ne sais pas après s'il y a des rapports finaux qui sont sortis, qui ont été issus de ces rapports préliminaires. Personnellement, je n'ai pas fait d'autres enquêtes ou d'autres rapports là-dessus, sur des exactions donc perpétrées par le commando invisible. Mes collègues, je ne peux pas parler pour eux. À ma connaissance, enfin, personnellement, je n'ai jamais vu des rapports là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. D'accord. Avez-vous, vous ou vos collègues, établi des rapports sur les massacres commis par les troupes rebelles dans leur marche vers Abidjan à la fin du mois de mars 2011? Là encore, personnellement, non. Mais comme je vous expliquais, il y avait ces groupes d'enquête conjoints. Et j'imagine, enfin, peut-être que ont écrit quelque chose là-dessus. D'accord. À votre connaissance, des rapports ont-ils été établis sur les massacres commis par les groupes rebelles dans l'ouest du pays pendant la durée de la crise post-électorale? Oui, nous avons publié un rapport là-dessus. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a... je pense que c'était des FAFN essentiellement. Certainement alliés avec des dozos, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. J'ai lu ce rapport il y a très longtemps, donc il n'est vraiment pas frais dans ma mémoire. Mais en tout cas, on a une équipe de la division des droits de l'homme qui est partie sur place, qui était soutenue aussi par des éléments de la police des Nations Unies et qui ont enquêté sur les exactions qui ont été commises dans l'ouest du pays, notamment dans la région de Douekoué-Guiglo et un peu plus bas. Je me rappelle avoir vu des photos également sur ces massacres. Sur le contenu du rapport, je me rappelle qu'il y avait certaines personnes qui avaient été identifiées, euh, dont, euh, euh, dont justement des éléments des FAFN, enfin à l'époque appelés FAFN, dont le nom a changé par la suite. Après, sur les conclusions exactes du rapport, je ne m'en souviens pas complètement, mais il me semble que ce rapport est public et donc facilement accessible.
Vous souvenez-vous du nom d'un ou plusieurs responsables de ces massacres? Je crois, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais je crois. Vous voulez que je vous le dise? S'il vous plaît. Loseni Fofana? Pardon? Loseni Fofana. Loseni Fofana, hein, c'est ce que vous avez dit. Oui. D'accord. Et qui étaient les victimes de ces massacres? Alors, si vous me permettez d'utiliser ce terme, parce que je sais qu'il y avait eu des débats le premier jour, je dirais des populations plutôt pro-Gbagbo. D'accord. C'est quoi une population pro-Gbagbo? Qui étaient identifiées comme telles, c'est-à-dire en raison de leur ethnie, qui étaient considérées comme plutôt pro-Gbagbo. Alors, je ne comprends pas tout à fait. Donc, vous voulez dire que une population d'une ethnie particulière était attaquée pour différentes raisons, comme dans le cas que vous nous dites là, et que l'on couvrait ces raisons en disant ce sont des pro-Gbagbo. Parce que je ne comprends pas le... Non, je dirais carrément que cette population d'une ethnie particulière était ciblée en raison de son ethnie, qui était considérée comme étant favorable pro-Gbagbo. Et vous-même, c'est-à-dire à l'ONU, pas vous seulement, mais à l'ONU, vous repreniez, si disons, cette distinction entre population pro-Gbagbo et population anti-Gbagbo? Pas toujours. Après, c'est quelque chose qui s'utilisait vraiment dans le langage courant à cette époque. Après, Pardon, qui ça, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Vous dites qu'ils utilisaient, ils? Qui était utilisé, pardon. À l'ONU? Non, partout en fait. Y compris à l'ONU? Y compris, mais de façon informelle. Donc c'est pour ça que j'allais y venir. Je ne pense pas qu'on l'ait vraiment utilisé textuellement après dans des choses plus formelles. C'est possible, mais en règle générale, on essayait de faire attention. D'accord. Ou alors on le mettait entre guillemets. D'accord. Et vous-même, donc, vous avez utilisé cette formulation pro-Gbagbo, si je comprends bien. Pro-Gbagbo, pro-Ouattara. D'accord. Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que utiliser une telle formulation postule que l'on considère que tous les membres d'une ethnie ont un certain engagement politique, une certaine motivation politique, ce qui n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être tous pro-Gbagbo. Vous comprenez le problème? Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on l'utilisait, en tout cas. Enfin, en tout cas, personnellement, quand j'utilisais cette distinction pro-Gbagbo, pro-Ouattara, c'était pas forcément avec cette intention politique derrière. Puisque la population, ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'en fait, la population était ciblée pour son appartenance politique présumée, ses préférences politiques présumées. Ça ne veut pas dire que c'était effectivement le cas. Mais c'est la raison pour laquelle elle était ciblée. Mais c'était la vraie raison ou c'était la raison affichée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? C'était la raison affichée, je dirais plutôt. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas enquêté sur les massacres qui ont été commis à l'Ouest. Donc il m'est un petit peu plus difficile d'en parler réellement puisque je n'y étais pas. D'accord. C'est mon analyse personnelle, là, en tout cas de comme moi je percevais les choses. Donc ce que vous nous dites, c'est que, si je comprends bien, parce que c'est un peu complexe, donc je ne voudrais pas... Ce que vous nous dites, c'est que
on désignait une population comme pro-Gbagbo, c'est-à-dire la raison affichée pour s'attaquer à une population, c'est qu'elle était pro-Gbagbo, mais qu'en réalité, il pouvait y avoir d'autres raisons pour l'attaquer. Alors ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, parce que Non, mais vous-même, vous pensez c'est quoi? c'est possible. Je dirais c'est possible, mais c'est ce que je vous disais. Je n'ai pas fait ces enquêtes à l'Ouest, donc je ne peux pas vous dire s'il y avait d'autres raisons, d'autres motifs sous-jacents, pardon. Mais c'est possible. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il un endroit où vous ayez investigué et donc où vous connaissiez les tenants et aboutissants d'un certain nombre d'incidents, où il apparaît clairement que d'autres motivations étaient en jeu? Là, comme ça, je ne vois pas. D'accord. Alors, je vais vous montrer un document qui est le numéro CIV OTP 0002 0598. C'est le numéro 7 sur notre liste de preuves pour mes confrères. Alors vous me dites quand vous l'avez sous les yeux, vous l'avez? Voilà, il vient d'arriver. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, voilà, j'attends juste que... Voilà, merci. Donc, c'est un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, daté du 14 juin 2011. Merci. Est-ce que vous pouvez aller au troisième paragraphe? Pardon. Microphone. Intervention du juge-président hors microphone. Le président, vous devez parler dans votre micro, sinon les interprètes ne vous entendent pas. Parlez bien devant votre micro. Alors, pouvez-vous aller au troisième paragraphe et lire la deuxième phrase? Donc, Je ne pense pas que ce soit indispensable. Oh, quoi que vous pouvez la lire, oui. Si, ça sera peut-être plus simple pour les besoins d'enregistrement. Oui, si vous pouvez nous lire la deuxième phrase. donc la deuxième phrase est en anglais. Oui. Enfin, le rapport est en anglais, pardon. Donc, je vais la lire en anglais. The political stalemate brought to the surface past grievances which contribute towards intercommunity. La situation politique et les éléments de preuve qui ont été communiqués au sujet des conflits entre les groupes ethniques pro-Gbagbo dans la région et les communautés qui se sont installées, notamment les Ivoiriens du Nord et les émigrants des pays avoisinants. Merci. Donc, dans ce rapport qui est un rapport officiel, on parle de pro-Gbagbo ethnic groups. Donc, c'était une formulation avec tout ce qu'elle recouvre, que vous nous avez expliqué, qui était utilisée de façon officielle, n'est-ce pas? Bah, visiblement, oui. Merci. Alors, je vais vous montrer
je vais vous montrer un autre document dont le numéro est le suivant, CIV OTP 0044 0309. Et c'est la pièce 197 sur notre liste de preuves. Et vous me dites quand vous l'avez devant les yeux. Alors, je l'ai devant les yeux, mais il faudrait voilà, l'agrandir. Mhm. Vous voulez qu'il soit agrandi? Non, là, c'est parfait. D'accord. La taille me semble parfaite. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, apparemment, c'est un rapport spécial sur les attaques à Nandkwa-Kouté. Voilà, on est retourné à Nandkwa-Kouté. Mhm. Est-ce que vous le reconnaissez, ce rapport? Il me semble que c'est la première fois que je le vois. D'accord. Alors, c'est un rapport en anglais. Mhm. Est-ce que vous voyez une date? En tout cas, pas sur la première page. Des fois, la date est mise à la fin du document, donc il faudrait juste regarder la fin. Est-ce qu'on peut montrer la fin du document au témoin? Ah, c'est qu'une page. Bon. Ah, alors je pense que c'est peut-être pas un rapport. Enfin, je vous laisse. Est-ce que vous voyez une date? Non. Bon. Alors, au paragraphe 3, il est indiqué, et je vais faire une traduction personnelle, je vais citer, mais je vais traduire. Et à Nandkwa-Kouté, la mission a observé que, je me tourne vers les traducteurs, c'est le paragraphe 3, que le village était sous le contrôle de facto de jeunes, armés d'AK-47, de lance-roquettes et de couteaux, ou de lance-grenades et de couteaux. Les jeunes contrôlant le village étaient habillés avec des vêtements civils Mhm. et portaient des amulettes Mhm. qui étaient censées les protéger des balles. Ils apparaissaient ou ils étaient disciplinés et organisés, opérant sous une chaîne de commandement, alors il y a marqué visible, c'est-à-dire d'une certaine manière, peut-être peut-on traduire évidente, sous une chaîne de commandement, et c'est le traducteur qui saura mieux que moi, et faisant des saluts militaires. Sur cette base, on peut présumer que ces jeunes, c'est-à-dire ces combattants dont on parle ici, pouvaient avoir eu ou pouvaient avoir suivi un entraînement militaire. Vous y êtes? Oui. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le côté discipliné et organisé, pour reprendre les termes du rapport. Est-ce que c'est ce que vous-même vous avez constaté? Je me rappelle qu'effectivement, il y avait un chef et que, enfin, c'est lui qui parlait en fait. Les autres ne parlaient pas. Et quand ils essayaient de parler, il leur disait de se taire, que c'était lui. On voyait bien qu'il y avait un chef. Après, sur le reste, je dois vous avouer que là, je ne me rappelle pas, mais c'est tout à fait possible. Alors, je voudrais comprendre. C'est vous qui êtes allé enquêter, n'est-ce pas? Entre autres, j'étais pas seule. Mais vous étiez là. Oui, oui. D'accord.
Et ça, c'est le rapport dressé à la suite de la mission, n'est-ce pas? Ça, je peux pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est la première fois que je vois ce rapport. Oui, mais c'est pas ça ma question. Ça, logiquement, semble être le rapport dressé à la suite de la mission. Je suis pas convaincue que ce soit le rapport final. Je pense que c'est une partie qui a été faite par une des personnes qui étaient présentes dans l'équipe. Il n'y a pas de conclusion, en fait. Ce qui me fait penser que c'est pas le rapport final, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Donc, une des personnes qui était présente dans l'équipe, Mhm. avec vous. Oui, oui, oui. Oui, Oui, oui. d'accord. D'où ma question. Mhm. Pourquoi n'avez-vous pas vu ce rapport alors que vous étiez partie prenante à la mission? Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque mission, chacun dresse un petit rapport. C'est ce que euh, enfin, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais chacun fait un petit rapport et après, il y a une version consolidée du rapport. C'est pour ça que je disais que souvent, je ne voyais pas les versions finales des rapports. Donc, celui-là, je ne pense pas que ce soit le rapport final parce que, comme je vous disais, pour moi, il manque une partie conclusion. Mais, après, enfin, pourquoi je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas vous en dire plus. Il faudrait demander à mes superviseurs pourquoi ils ne me l'ont pas partagé. Alors, j'essaie de comprendre, parce qu'il y a un problème. Vous étiez sur place. Vous avez vu des choses que vous dites d'ailleurs très bien dans votre déclaration. Dans votre déclaration, vous disiez il y avait des dozos. Oui, Dans votre oui. déclaration, vous disiez, au paragraphe 167, l'escorte militaire n'était pas sereine. Votre escorte militaire Oui. n'était pas sereine. Vous vous souvenez de ça? Oui, 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 oui. Bon. Et vous avez dit aussi, toujours au paragraphe 167, et je vais vous citer pour être tout à fait clair, ensuite, on a eu une difficulté avec les jeunes, Mhm. parce qu'on sentait qu'il y avait une réticence à ce qu'on soit là. Et ils nous disaient qu'il n'y avait rien à voir. Vous vous souvenez de ça? Fin de citation. Oui, effectivement. Alors, moi je ne comprends pas pourquoi tout ce que vous nous avez dit, Mhm. qui était d'ailleurs dans votre déclaration, ne se retrouve pas là, parce que c'est intéressant, vous comprenez? Oui, oui, non, mais enfin, oui. Et Mais c'est quoi j'ai pas de l'explication? réponse. Je peux pas vous donner de réponse. Hmm. Alors il y a un autre problème que je vois, et Mhm. je voudrais vous poser une question là-dessus. Il est dit au paragraphe 5 de ce rapport, le village, et vous m'entendez, j'essaie de me mettre le plus possible près du micro, ce qui n'est pas facile, parce que je suis là, mais là aussi. Le village avait été violemment attaqué, c'est au paragraphe 5, hein. Le village, et je cite, avait été, c'est en anglais, je cite en français, c'est moi qui fais la traduction. Le village avait été violemment attaqué par les membres du commando invisible, causant un déplacement de masse, un déplacement massif d'environ 5330 villageois. 5330 villageois. C'est énorme, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est quand même un incident gravissime. C'est une tragédie, vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement un rapport d'une page? Your Honors. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, écoutez, elle a répondu. Elle a déjà répondu. Elle n'a pas rédigé le document, on ne lui a pas demandé de le faire. Vous lui posez des questions qui ont déjà été posées, elle a déjà répondu. Donc je vous inviterai vraiment à aller de l'avant. Elle n'a pas participé à la rédaction de ce rapport. Monsieur le Président, mais vous avez raison, elle n'a pas participé à la rédaction. Et c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Bon, Yes, but Le juge président, oui, mais le témoin vous a dit que vous devriez demander à ses superviseurs et pas à elle. Ce n'était pas elle qui dirigeait cette mission. alors je vais aller dans le sens du Président.
Qui était le superviseur qui a décidé de la rédaction de ce rapport? Alors, je ne sais pas. Le président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel? Nous allons donc passer à huis clos partiel, je vous prie. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Maître Altit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de votre interrogatoire, enfin lors de votre témoignage, vous nous avez dit, à un moment, vous nous avez rapporté un incident et des gens qui vous envoyaient des pierres. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. Alors vous disiez n'avoir pas eu le temps de les identifier, parce que vous étiez parti très vite, naturellement, c'est bien ça? Oui, et puis, enfin, j'étais en train de discuter avec avec ma collègue, donc je regardais pas dehors en plus. Mais ma question est, comment les auriez-vous identifiés? Alors, bah, je ne sais pas, ça dépend s'il portait des vêtements militaires ou pas, déjà, première chose. Euh, je- on peut pas parler d'un incident euh, où j'ai pas pu identifier les personnes. Enfin, je comprends pas bien la question, en fait. Je vois mal. Enfin, après, je peux pas dire que je les aurais identifiés avec certitude, mais il y aurait peut-être eu deux, trois éléments. J'aurais pu dire s'ils étaient jeunes ou moins jeunes. J'aurais pu dire s'ils étaient en tenue militaire ou pas en tenue militaire. J'aurais, enfin, je ne sais pas. Enfin, j'aurais pu peut-être avoir quelques petits éléments. J'aurais pu décrire comment ils étaient habillés. Enfin, D'accord. Bon, je vois ce que vous voulez dire, et vous ne les avez pas reconnus, c'est bien ça? je ne les ai même pas vus en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Je reviens un court instant sur le rapport dont on parlait à l'instant, dont vous n'êtes pas l'auteur et que vous n'aviez jamais vu. D'accord. Vous n'avez jamais été consulté sur la rédaction de ces documents. On est d'accord. Sur ce document précis, il ne me semble pas. Je ne reconnais en tout cas à aucun moment ma façon d'écrire, par exemple.
Avez-vous été interrogé par les enquêteurs du bureau du procureur sur ce rapport? Euh, c'est possible. Il m'avait montré beaucoup de documents, donc c'est possible qu'il me les montré, mais il me semble pas l'avoir. Il me semble pas l'avoir vu avant. D'accord. Et concernant des documents semblables, ce rapport ou d'autres de même nature, leur avez-vous dit et expliqué que ce n'étaient pas des rapports définitifs comme vous venez de de nous le dire ici? Sur plusieurs rapports qu'il m'avait montrés, effectivement. J'ai même souvenir que sur un, j'avais carrément déclaré que c'était un rapport incomplet, qui manquait des parties, parce que je me rappelle qu'il y avait des points de suspension ou carrément une inscription écrite à compléter ou quelque chose dans ce style, où on voyait vraiment que c'était un rapport qui n'était pas le rapport final. D'accord. Maître le titre. Le président, Maître Altit, 5 minutes. Vois la pendule. Et je vais 5 aller minutes. au plus vite. Au plus vite. Ces documents que le bureau du procureur vous a présentés, ces documents, est-ce que vous avez été consulté par des gens de l'ONU ou de l'ONUCI lorsqu'il s'est agi de les transmettre au bureau du procureur? Est-ce que quelqu'un vous a demandé ce que vous en pensiez, quel type de document il fallait envoyer, etc. Bref, est-ce que vous avez participé à cela? Je sais qu'il y a eu cette phase. Je sais qu'on m'a demandé de donner des documents. Donc moi, je les ai remis à mes superviseurs et à la personne en charge de ça. Euh, je pense pas qu'à mon niveau. Je pense que qu'à mon niveau, j'ai tout donné. Donc je ne pense pas avoir fait comment dire, de screening, de voir qu'est-ce qu'il fallait donner, pas donner. Je pense pas qu'à mon niveau, je l'ai fait. Hormis pour ce qui concerne les identités des personnes, où ça j'avais fait des remarques sur le fait qu'il fallait pas transmettre les identités, puisque on n'avait pas consulté les personnes. Donc vous ne savez pas pourquoi l'ONU n'a donné que des drafts? Je n'en ai pas la moindre idée. Et je ne sais pas si il y a, enfin, je pense que j'avais dû aussi rédiger à un moment quelque chose. Donc, peut-être il y a quatre rapports qui ont plus ou moins le même intitulé. Il doit y avoir un rapport final, mais je ne peux pas vous en dire plus. Vous voulez dire sur un an quoi coûter? Pardon. Oui, je parlais de cet incident en particulier, mais la même chose pour d'autres événements également, j'imagine. Monsieur le Président, je vais vous demander l'autorisation de passer quelques très courts instants en session à huis clos partiel. Et ce seront probablement mes dernières questions. Let's go in privacy. Le président, bien, passons à huis clos partiel alors.